Bonjour à tous, l'heure des pros, tous les jours entre 9h et 10h. Voici le sommaire ce matin. Près de 3,5 millions de chômeurs en France. Les chiffres du mois de décembre seront connus ce mardi vers 18h. Le nombre de demandeurs d'emploi baisse depuis quelques mois, mais une question reste d'actualité. Y a-t-il toujours du travail en France? Que faire si vous avez dépassé 55 ans et que vous recherchez un emploi? Que faire si vous êtes un jeune diplômé et aimeriez décrocher un CDI qui n'arrive jamais? Que faire si vous avez un ado à la maison et qu'il vous interroge? Dit papa, qu'est-ce que je vais faire plus tard? Dit maman. On répond quoi? Fleuriste? Ophtalmo? Joueur du Paris Saint-Germain? Médecin? Ingénieur? Eh bien, ce sont ces interrogations auxquelles nous allons essayer de répondre. Quel job? Quel secteur? Quel avenir? Le travail, c'est la santé. Et rien faire, ce n'est pas la préserver. Bien au contraire. Nous sommes avec Marie Danseur, journaliste de La Croix. Bonjour. Nous sommes avec Marie-Claire Carrère-G. Vous êtes président du Conseil d'orientation pour l'emploi. Alors ça, j'ai envie de dire, c'est un truc bien à la française. Hein. C'est sous l'autorité du Premier ministre. C'est-à-dire que quand on ne sait pas comment résoudre un emploi, on fait un conseil pour savoir comment on va en résoudre un. Non, pas du tout. En fait, l'emploi, c'est une question compliquée. Comprendre les causes du chômage et trouver les moyens de maximiser les créations d'emplois, imiter les destructions, faciliter les transformations, c'est quelque chose de compliqué. Ce qui est français, c'est que la gouvernance des politiques de l'emploi est archi complexe, avec des gens qui n'ont pas les mêmes points de vue, ni idéologiques, ni institutionnels. Mon boulot, c'est d'essayer de favoriser le rapprochement des points de vue et au sein d'une instance qui est indépendante. Alors, on va évidemment en parler, bien évidemment. Vous êtes une experte, comme notre amie Rokhaya Diallo, éditorialiste, qui est experte dans beaucoup de domaines. Charles Becbédé, que vous connaissez, vous êtes chef d'entreprise, vous avez fondé 5 entreprises. Oui, oui. Et aujourd'hui, alors celle dans laquelle vous êtes, c'est laquelle? C'est Audacia, celle? En fait, bon, on pourrait en citer plusieurs. Oui, Audacia, qui accompagne d'ailleurs de nombreuses PME familiales, puisqu'on a investi près de 600 millions dans 300 boîtes en France là, depuis 10 ans. Et puis là, actuellement, en fait, j'ai une holding. C'est un mot un peu financier, pardon. Alors, on comprend rien surtout. Hein. Les gens, une holding, ils ne savent pas ce que c'est. C'est une société, quoi. La seule chose qu'ils se disent, c'est holding, ils se disent, vous êtes riche. Oui, ça fait un peu... Celui qui a un holding, bon, déjà, okay. Il est un peu alors, riche. On va dire, c'est une société, mais en fait, c'est un fonds d'investissement, mais sans durée de vie. Oui. J'avais pas besoin de... C'est pas un fonds qui s'auto-liquide au bout de 8 ans. Et du coup, j'ai le temps et j'investis dans des startups. Bon, donc ça c'est une bonne chose, vous les aidez. Avec ce fonds qui s'appelle Gravitation, et puis les PME plus matures avec Audacia. Bon, je termine le tour de table avec Tony Roulance, qui est directeur relations clients à la FORP. C'est bien cela. Donc vous encouragez les contrats d'apprentissage, de professionnalisation et les stages de formation. Tout à fait, pour les salariés et les demandeurs d'emploi. Alors évidemment, pour que ça parte pas dans tous les sens, on va égrener une suite de questions. Et comme vous êtes des experts du travail, du chômage aussi, forcément, parce que ça va avec, vous allez pouvoir y répondre. La première question, elle est toute simple. Le chômage est-il une fatalité? Marie-Claire Carrère-G. Est-ce une fatalité? Parce que, franchement, donc le chômage de masse existe depuis plus de 30 ans. Il y a le célèbre mot de François Mitterrand, on a tout fait pour le chômage. Hein, je crois que c'était lui qui avait fait ça. Et rien ne change. Donc est-ce que c'est une fatalité? Est-ce que nos sociétés vont vivre avec toujours 3 millions de chômeurs? Non, ça n'est pas une fatalité. L'économie, perpétuellement, elle détruit des emplois, elle crée des emplois. Hein, on met l'accent sur les chiffres du chômage, toujours légitimement, parce que c'est un problème social et économique sérieux. Mais en vérité, l'économie, elle détruit et elle crée des emplois en permanence. La question, c'est la balance. Et la question pour un pays, c'est à la fois qu'est-ce que je fais de mes ressources humaines, parce que tous les actifs présents sur le territoire, ce sont des ressources humaines. Et quand ils sont au chômage durablement, c'est embêtant dans l'immédiat et c'est embêtant dans l'avenir. Et c'est comment je me positionne dans la compétition internationale pour maximiser les créations d'emplois. Non, mais je suis d'accord avec vous, mais comme il y a 3 millions de chômeurs depuis plus de 30 ans, quasiment... Il y a beaucoup de pays qui sont aujourd'hui dans une situation proche du plein emploi. On parle très souvent de l'Allemagne, du Royaume-Uni. Il y en a certains en Europe, aux États-Unis aussi. Donc ça veut dire qu'en France, on fait moins bien que les autres? Peut-être. Pour l'instant, à l'évidence, oui. Il y a des pays qui font encore moins bien que nous. Hein. On est à peu près dans la moyenne de la zone euro, mais on ne fait pas aussi bien qu'on pourrait faire, à l'évidence. Bon, est-ce que vous êtes tous d'accord d'abord sur cette première question, sur la réponse de Marie-Claire Rokhaya Diallo? Est-ce que c'est une fatalité, le chômage?
Enfin, je ne sais pas si c'est une fatalité, mais en tout cas, dans la conjoncture économique actuelle, c'est difficile d'envisager les choses différemment. On traverse quand même... Enfin, moi, depuis que je suis née, j'ai jamais entendu parler d'une période où il n'y avait pas de crise. Moi, je suis née dedans. J'ai été élevée dans l'idée que j'allais potentiellement être au chômage. Donc, c'est vrai que pour des gens, y compris de ma génération, voire plus jeunes, c'est quelque chose qui est vraiment maintenant associé à quelque chose de l'ordre structurel. Après, c'est vrai, quand on cite en exemple l'Allemagne ou beaucoup les États-Unis, ce qu'il faut aussi voir, c'est le nombre de travailleurs pauvres qu'il y a. Parce que la question aussi, c'est à quel type d'emploi on accède et dans quelles conditions, finalement, on arrive à subvenir à des besoins essentiels et on arrive à travailler dans des conditions de travail qui sont aussi satisfaisantes sur le plan moral, sur le plan juste symbolique. Donc immédiatement, on est dans un débat idéologique. D'ailleurs, c'est assez intéressant d'écouter votre réponse, puisque immédiatement, vous dites, bah oui, le problème, c'est pas le travail, c'est aussi, il ne faut pas qu'il y ait des travailleurs pauvres. Il faut que ça ait un sens, en tout cas. C'est-à-dire que travailler dans des conditions qui ne sont pas acceptables par rapport à ce qu'on proclame dans la démocratie dans laquelle on vit actuellement, pour moi, ça interroge. Et on voit bien tout de suite les clivages, comment ils se mettent en place. Charles Becbédé. Il y a tellement de choses à dire, mais le problème... Sur la fatalité, d'abord. La fatalité, il n'y a pas de fatalité, puisque, Marie-Claire, tu l'as dit, il y a aux États-Unis le plein emploi, en Allemagne également, dans plein d'autres pays. Donc, à 4%, on considère que c'est le plein emploi. Alors c'est vrai, sous Pompidou, 4% c'était encore du chômage. Mais maintenant, comme on est à 10 quasiment aujourd'hui. Le travail est beaucoup plus fluide, donc c'est vrai qu'il y a de la transformation digitale, la destruction créative, elle est beaucoup plus active qu'il y a 40 ans. Et donc c'est normal qu'il y ait un niveau de chômage de 3-4% qui soit présent dans les pays qui ont fait les réformes. Et on n'est jamais descendu en dessous de 7 depuis 83. Oui, 7%, ce qui est absolument incroyable. Donc vous dites 4. Voilà, nous on a un vrai problème parce que si on avait un moteur France qui était réglé comme il le faut au niveau des prélèvements obligatoires, des dépenses publiques, des rigidités du marché du travail, on serait à 4. Donc c'est irresponsable de la part des politiques publiques depuis des décennies de dire il n'y a pas d'autre solution que ce niveau de chômage endémique. Bon, alors j'aurai l'occasion évidemment de poser plein de questions, mais pourquoi les gens ne le font pas? Moi, ce qui me frappe toujours, et pardonnez-moi, je suis un peu novice sur ce sujet, mais pourquoi les gens ne le font-ils pas alors? Si on était à 4 tout de suite, qu'est-ce qui fait qu'on ne le fait pas? Parce que ça fait 40 ans qu'on reporte, qu'on diffère les réformes que la France attend. Et moi, écoutez, alors je ne veux pas politiser le débat, mais je crois que là, il l'est forcément. On a des élections présidentielles, il va falloir trancher. Et donc, il faut des réformes audacieuses. Il faut que l'État soit un État qui fasse respecter les règles du jeu, qui soit fort, mais qui se recentre sur le régalien, et que tout le reste, alors ça se fera progressivement, mais ce soit transféré au privé. Et à ce moment-là, on aura des dépenses publiques normales par rapport au PIB, et du coup, des prélèvements obligatoires normaux par rapport au PIB. Parce que, à la fin de la journée, c'est ça. Pourquoi est-ce que on n'embauche pas autant? Bon, d'abord parce qu'il y a des rigidités et qu'on ne sait pas combien ça va coûter quand on licencie, d'où la nécessité d'un barème, mais surtout parce que les charges, quoi. Quand on embauche quelqu'un 2000 bruts, en fait ça coûte 3000, et puis lui il touche 1500. Donc il y a un écart de 1 à 2. Mais par exemple aux États-Unis, pour reprendre le même exemple que vous venez de prendre, quand vous embauchez quelqu'un que vous le payez 2000, lui, il va toucher 1800 et puis ça va coûter 2500 à la boîte. Et l'exemple en Suisse, donc il y a 25% de charge. Oui. Aux États-Unis, nous, on en a plus. Moins 10%. 10%. En Angleterre, c'est 10%. Mais là, forcément, on va arriver sur un modèle différent. Parler de charge, c'est aussi idéologique. On peut aussi parler de cotisation. Donc voilà, c'est aussi. C'est pour ça que toutes les questions vont être, vont s'imbriquer les unes dans les autres. Marie-Claire Carrière. En fait, ce qui a été dit est juste sur les réformes. Même si on prend un point de vue objectif, ce qu'on a fait, on a étudié l'ensemble des réformes du marché du travail en Europe. C'est vrai que on s'est rendu compte que ceux qui avaient réformé avant la grande crise de 2007 s'en sont bien mieux tirés que ceux qui n'avaient pas fait de réforme, typiquement les pays d'Europe du Sud, c'est-à-dire ils ont été moins atteints par la crise et ils se sont rétablis plus vite. Après, il n'y a pas que les politiques d'emploi et que les charges sociales. Ce sont les entreprises qui créent des emplois selon le positionnement, l'activité des entreprises, la nature des produits qu'elles réalisent, le fait qu'elles soient, par exemple en Allemagne, ils ont un positionnement industriel, ils fabriquent du haut de gamme et ils se sont trouvés extrêmement bien positionnés pour vendre énormément en Chine, par exemple, alors que nous, moins. Il n'y a pas que la question de l'environnement dans lequel travaillent les entreprises, c'est-à-dire les charges sociales, les charges fiscales, l'instabilité aussi de la
réglementation, parce qu'en France, on souffre quand même, quels que soient les gouvernements, je crois qu'on peut le dire, d'une grande instabilité du point de vue de la réglementation et puis d'une grande complexité de cette réglementation. Et il y a ce qu'on produit. Bon, deuxième question, est-ce que la courbe s'inverse vraiment ? Parce que là, manifestement, depuis quelques mois, la tendance est la même. Est-ce que ça, c'est une réalité ? Alors moi, je voudrais d'abord simplement revenir sur la première question, parce qu'on regarde peut-être la question de manière un peu trop globale. C'est-à-dire, il y a des personnes, notamment les cadres, qui n'ont aucun problème de chômage. Les cadres sont au plein emploi. On sait en France, et ça c'est un problème qui est récurrent effectivement, que le chômage, c'est pour les personnes qui sont non qualifiées, pour les jeunes et aussi les seniors, les fameux 50 à 45 ans, on commence à vous dire que vous êtes trop vieux, 50 ans ça chauffe et 55 ans c'est presque fini. Je caricature à peine. Donc on est dans ces problèmes-là et effectivement, M. Beigbeder parlait de réforme, c'est peut-être sur ces publics-là qu'il faut axer les réformes et faire en sorte que le mot réforme ne soit pas un gros mot, mais faire en sorte que les jeunes accèdent normalement au marché du travail sans enchaîner les stages, les CDD, les contrats courts, etc., ou que cette période-là ne s'éternise pas. Et puis, comment on fait en sorte qu'il y ait plus de formation ? Monsieur Roulans pourra nous en dire plus, peut-être. Et comment on fait en sorte que voilà, les entreprises à 55 ans ne vous désignent pas la porte de sortie ? Bon, est-ce que la courbe du chômage s'inverse vraiment ? L'inversion est-ce que c'est une réalité ? L'inversion a commencé. Depuis à peu près février-mars dernier, on a eu un pic et puis... La tendance est là. Et elle va continuer jusqu'à la fin du quinquennat ? C'est assez intéressant parce que les experts sont divisés. C'est-à-dire que vous en avez certains... C'est le cas généralement des experts dans tous les domaines. C'est leur métier, ça vous permet d'organiser le débat. C'est pour ça qu'on est parfois un peu démunis sur ces choses-là. Lorsque Charles Beigbeder dit tout à l'heure, en gros, moi j'ai la solution, on se dit, mais pourquoi ils la font pas ? C'est-à-dire que c'est pas une science, c'est pas non plus une science exacte. Et là, on est en période électorale, donc les chefs d'entreprise se demandent qui va l'emporter, quel est le type de politique économique qui va être adopté. Et donc, on attend quand même de savoir ce qui va se passer avant d'investir, avant d'embaucher. Et votre pronostic à vous, la courbe, elle s'inverse ou pas ? Les créations d'emplois sont de plus en plus dynamiques. Les chiffres viennent d'être commentés tout à l'heure. Ce qu'il faut espérer, c'est que les destructions soient moins importantes et qu'on reste dans cette dynamique où il y a plus de création d'emplois que de destruction. Tony Roulans, et je rappelle que vous êtes directeur relations clients à Laforp, qui est la formation professionnelle. La formation professionnelle, industrielle. Prioritairement, bien évidemment. Et nous, on croule là depuis la fin de l'année sous les demandes d'entreprises qui recherchent tout un tas de main-d'œuvre plutôt bassement qualifiés, parce qu'en fait, on se rend compte qu'on a fait évoluer les niveaux. Aujourd'hui, on veut former les gens à avoir au moins un BTS, etc. Sauf qu'on recherche aujourd'hui plutôt des opérateurs sur le terrain, dans des grandes boîtes, chez Renault, dans l'aéronautique, chez Dassault, etc. Et vous dites que vous croulez sous les demandes, c'est ça ? Et on croule sous les demandes comment dirais-je, de main-d'œuvre pour former des gens, pour les accompagner. J'ai laissé 400 postes au mois de décembre non pourvus en apprentissage. J'ai moi-même une quinzaine de postes dans mon entreprise à embaucher. Et vous n'arrivez pas ces postes-là, mais alors pourquoi pardonnez-moi, je comprends rien. Pourquoi vous n'arrivez pas, puisqu'il y a 3,5 millions de chômeurs, pourquoi les gens ne viennent pas chez vous ? Pardon Pascal, je reviens juste sur l'inflexion de la courbe. Moi, j'ai aussi remarqué, certes, qu'il y a un peu plus d'emplois, et en même temps, il y a aussi le plan 500 000 formations des demandeurs d'emploi. C'est-à-dire, en fait, c'est un plan à 1 million, puisqu'on en forme déjà 500 000. Et là aussi, on a une batterie de demandeurs d'emploi qu'on forme, et on nous envoie des gens en formation qui, clairement, n'ont pas forcément fait le choix de l'industrie, mais à qui on va expliquer que c'est plus confortable de rester en formation 6 mois, et puis de ressortir pour finalement pas être embauchés, parce que, de toute manière, ils n'ont pas envie de faire ce métier-là. J'ai peur que ça aussi, ça... Et ça, qui paye ? Ça qui paye la société, bien évidemment. Oui, non, mais ça, franchement, ces exemples-là sont étonnants. Mais bon, pourquoi vous ne trouvez pas ? Alors, on ne trouve pas, pour les entreprises, ce que les entreprises recherchent, principalement, ce sont des jeunes qui sont des profils, en tous les cas, des gens qui ont un comportement qui pourrait permettre de s'insérer dans une entreprise. Et le problème qu'on rencontre quand on cherche des bas niveaux de qualification, c'est que les gens avec qui on se confronte, qui sont issus des quartiers populaires, d'ailleurs, on profite pour dire que je suis moi-même issu des quartiers populaires. Moi aussi, je suis à peu près en même temps que Rokhaya. Et je n'ai pas connu le chômage, mais en tous les cas, je me suis... Donc là, c'est un problème de comportement. Ils ne savent pas arriver à l'heure, ils ne savent pas dire bonjour, ils ne savent pas dire bonjour, ils n'enlèvent pas la casquette quand ils rentrent dans un endroit. J'en ai encore vu un ce week-end qui parlait à sa maman. Clairement, on n'a pas envie de l'embaucher quand on l'entend parler à sa maman. Voilà. Et mais l'entreprise n'est pas faite pour élever les enfants. C'est plus des enfants d'ailleurs, et élever des jeunes professionnels. Donc qu'est-ce que vous pouvez faire ?
Nous, écoutez, nous, de notre côté, on fait le maximum, même si notre mission première, c'est d'essayer quand même de les former à un métier. On les récupère issus de l'éducation nationale, d'échecs scolaires. On essaye de les accompagner et aussi de les faire travailler sur des compétences transverses. Parce qu'on a aussi une exigence aujourd'hui dans les entreprises sur la maîtrise du français. On ne maîtrise plus le français. Moi, j'ai un BTS qui m'a écrit l'autre jour l'heure EUR. Oui, le cas que vous... Alors, ce qui est toujours difficile avec l'exemple, c'est de lui donner une généralité ou pas. L'exemple que vous citez ce matin, c'est des dizaines de jeunes enfants, de jeunes adolescents ou de jeunes adultes que vous rencontrez, ou c'est un de temps en temps, celui qui ne sait pas dire bonjour, qui veut pas enlever sa casquette, qui est en dehors de l'autorité. Pascal, on accueille, nous, 1500 alternants. Oui. Donc ça vous donne tout de suite la proportion. Si c'était un micro-exemple, je le prendrais pas en exemple, j'en parlerai pas. Non, c'est vraiment très massif. On a vraiment affaire à des jeunes gens qui aujourd'hui n'ont pas un comportement attendu par l'entreprise. Les entreprises nous disent, amenez-nous un jeune qui a un comportement, on lui apprendra le métier. Non, mais c'est le problème aussi Charles Becbédé. L'accumulation de tout le système d'aide sociale, RSA, etc., qui fait que parfois c'est plus intéressant de rester tranquille dans son mais là, dans ce qu'il dit, ça n'a rien à voir. Oui, mais là, c'est autre chose. Non, parce que pourquoi faire un effort? Pourquoi d'abord, l'école, l'éducation nationale est un échec cuisant. Oui. Elle est en miettes, et donc maintenant on en paye les conséquences. Mais si en plus, c'est quasiment plus intéressant de rester tranquille dans son canapé ou en bas de l'immeuble plutôt que de faire l'effort, c'est sûr. Rokhaya Diallo, d'abord, j'imagine que ça doit vous interpeller quand même ce que vous venez d'entendre. Ça m'interpelle parce qu'évidemment, moi j'ai l'impression qu'on généralise et qu'on donne peut-être une image pas forcément très positive des jeunes des quartiers populaires. Après, j'ai pas été confrontée à beaucoup de jeunes qui ont été en situation de recherche d'emploi, mais c'est vrai que moi je connais beaucoup de gens qui sont issus de quartiers populaires, comme c'est mon cas, et qui, moi j'ai mis beaucoup de temps à trouver du boulot en sortant de mes études. Alors on sait jamais si c'est le nom, l'adresse, etc. Et c'est pas, moi je suis pas la personne la plus. Oui, parce que vous êtes ultra formé. Oui, je suis formée. Enfin voilà. Après, j'ai eu la chance de faire de l'apprentissage en école de commerce. Enfin bon, voilà, j'ai aussi pu avoir un pied dans l'entreprise. Puis j'ai travaillé tout au long de mes études, donc je suis vraiment pas la personne la plus à plaindre. Maintenant, moi, sur la question du RSA, ce qui m'étonne, c'est qu'on entend toujours parler des gens qui prétendument profitent de ces privilèges, etc. Mais il y a quand même beaucoup de potentiels allocataires du RSA qui ne demandent pas le RSA, faute de savoir qu'ils y ont droit. Et ceux-là, on leur court pas après non plus. Donc il y a quand même, le fait d'être au chômage, c'est pas quelque chose qui est valorisant socialement. Il y a énormément de gens qui souffrent de cette situation et je pense pas qu'il y ait tant de gens que ça qui se complaisent dans cette situation parce que c'est très difficile en fait quand on n'a pas d'emploi et qu'on en recherche un que de simplement répondre à la question qu'est-ce que tu fais dans la vie et de se dire voilà je travaille pas parce qu'en fait ça socialement vraiment là on n'est pas sur la question économique. Je suis d'accord avec vous mais c'est pas non plus ce que disait du tout Tony Relance. Moi ce que je retiens de ce que dit Tony Relance c'est que je veux embaucher des jeunes et ils sont inaptes à simplement se sociabiliser dans la vie de l'entreprise avec les règles de l'entreprise. C'est ça son témoignage. Qui est dans la jeunesse un problème de formation? Non mais il a 1500 personnes et... Oui, non, mais il y a 3 millions de chômeurs, c'est-à-dire que... Non mais c'est les gosses qu'il rencontre, c'est ça que je trouve vraiment intéressant dans son témoignage. Offre d'emploi non pourvue. On va avancer parce qu'on a beaucoup de questions à poser forcément. Oui, nous ce qu'on a montré c'est que effectivement en France actuellement, chaque année, il y a entre 200 000 et 400 000 offres qui ne trouvent pas preneur. Les causes, elles sont multiples. Vous évoquiez cette question qui est réelle pour certains jeunes qui sont sans qualification, qui ont un problème de qualification et un problème de comportement. Enfin, il y a un décalage entre le comportement attendu par l'entreprise et le comportement en particulier du jeune. Le cas que vous avez évoqué, c'est certainement les jeunes. Mais il y a d'autres causes qui font que certains emplois ne trouvent pas preneur et qui méritent une grande attention. D'abord, un décalage entre les compétences attendues et les compétences de la main-d'œuvre. Et ça, c'est particulièrement évident, de plus en plus évident maintenant, parce que les métiers se transforment très vite et les compétences attendues par les chefs d'entreprise ne sont pas nécessairement celles qu'on trouve chez les demandeurs d'emploi. Enfin, il y a il y a des problèmes qui sont liés aussi à l'insuffisante attractivité de certains postes. Vous parliez tout à l'heure de la question des travailleurs pauvres en Allemagne, au Royaume-Uni. Mais nous, on a aussi un volant de contrats qui sont des CDD hyper courts de 1-2 jours, qui sont mal payés, aucune sécurité. Il y a aussi une question qui est liée à un certain type d'offres d'emploi. C'est un phénomène complexe. On marque juste une virgule. On parle ce matin du travail. On essaye de faire un focus très rapide, forcément, sur l'état du travail en France et sur l'avenir et sur les jobs, évidemment, qui vont se développer. Si vous avez 15 ans aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? Une virgule et on revient.
Alors, beaucoup de questions, évidemment. La France fait-elle mieux que ses voisins? On a un peu répondu à cette question et on fait plutôt moins bien que nos voisins. Les entreprises font-elles le maximum? Et ça, la question est pour vous. Charles Beigbeder, est-ce que vous faites... Non, mais c'est vrai. Est-ce que vous faites le max pour embaucher? Pas assez sans doute, mais je vous dis quand même 400 000 offres d'emploi non pourvues d'après le MEDEF et que Marie-Claire cite. Non mais l'histoire des charges, par exemple, moi j'entends des chefs d'entreprise dire qu'il faut baisser les charges. À chaque fois qu'on baisse les charges, il n'y a pas un emploi qui est créé. Mais c'est pas vrai. Regardez, là il y a une démonstration puisque en effet la courbe s'inverse légèrement d'après l'ACOS. Donc on voit. L'ACOS, c'est l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Je précise parce que tout le monde n'est pas aussi... En effet, qui collecte toutes les cotisations de sécurité sociale. Bon. Est-ce que vous faites assez? Donc, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé en fait depuis 12 mois? Il y a eu une baisse du prix du pétrole, massive, une baisse des taux d'intérêt. Donc, et puis il y a eu en effet l'entrée en vigueur de quelques dispositions gouvernementales le CICE. Du coup, la marge des entreprises au niveau macro a augmenté de 10%. Ok, bon, c'est pas grand-chose. On est encore très loin derrière les entreprises allemandes et italiennes, et je parle pas des chinoises. C'est pas mal la marge quand même. La marge, c'est ce qui reste à la fin de l'année. Oui, c'est excédent brut d'exploitation divisé par la valeur ajoutée. C'est passé de 29 à 31%. C'est bien. Et du coup, en effet, on voit qu'elles se remettent un peu à embaucher. Donc c'est la démonstration que si on avait un niveau de prélèvement obligatoire pour les entreprises normal, alors concrètement, dans la moyenne européenne, eh ben on crée de l'emploi dans ce pays. D'accord. Mais alors aujourd'hui, quand vous embauchez quelqu'un 1 €, ça vous coûte 1,60 € ou 1,80 €? 1,60 € si on compte la formation, le DI, enfin je ne sais plus comment ça s'appelle, le droit individuel à la formation, ça a changé de nom trois fois. Donc... Concrètement, il faudrait que ça vous coûte combien pour que vous soyez compétitif? C'est à la limite, ce que ça nous coûte, c'est peut-être moins important que ce que va toucher le salarié. Parce qu'en fait, ce qu'on aimerait, c'est que l'écart soit pas aussi important. Actuellement, l'écart, c'est du simple au double, voire du simple au triple dès qu'on monte en salaire. Et ça, c'est pas possible. Parce que en Suisse, donc le salaire moyen, c'est 3 000 francs suisses ou 3 500 francs suisses. Nous c'est 1 500 en euros. Mais donc les gens le peuvent salaire pas vivre, moyen en Suisse, c'est 3 500 francs suisses. Mais oui. C'est-à-dire, c'est l'équivalent. Alors, ils n'ont pas de SMIC. Bon, ok, alors c'est peut-être pas bien. Mais ils ont un salaire moyen très élevé. Mais la Suisse, c'est peut-être pas. Et puis, ils ont des charges. Je veux dire, le problème de. Et puis le salarié, là-dessus, il touche quasiment 90% de ça. Donc, du coup, l'économie fonctionne. Il y a du pouvoir d'achat, il y a de la consommation, il y a de l'investissement. J'ai bien compris que votre credo, c'est les charges et les cotisations. Mais c'est l'anomalie de prélèvement obligatoire. D'accord. Mais comment peuvent-ils... C'est parce que tout le monde... Moi, j'entends ça depuis 30 ans aussi. Je ne suis pas un spécialiste, mais j'entends qu'il faut les baisser. Ils ne baissent jamais. Donc, comment vous faites pour les baisser sans avoir des déficits dans tous les coins? On transfère au privé des services publics. Par exemple, la sécurité sociale, évidemment. Par exemple, la santé. Mais tout il n'y a plus d'hôpital public, c'est-à-dire pas régalien. Donc il n'y a plus. Alors concrètement, vous êtes malade et vous allez dans une clinique privée. C'est plus. Donc vous n'arrivez plus avec votre carte vitale. Ça peut être des agences, ça peut être des collectivités territoriales. Mais c'est plus payé par l'État. Plus l'État. Bon. Regardez Diallo, j'imagine, ça doit vous faire... Sinon, il y a des rentes indues qui se créent et ça coûte plus cher. Oui, mais les politiques d'allègement de charges ont montré... Enfin, il y en a eu en France et il y en a en France sur l'emploi faiblement qualifié et puis des générales avec le CICE ont montré qu'elles avaient de l'efficacité. Mais c'est vrai qu'il y a encore un delta très important en prélèvement. Les prélèvements totaux sur les entreprises entre la France et les autres pays européens. Enfin, moi c'est vrai qu'après, j'observe ça vraiment sur le plan de ce qui a été dit. Quand on voit ce qui a été promis avant le pacte de responsabilité, ce qui a été fait, on est quand même en droit de s'interroger sur la réalité de la volonté des entreprises de véritablement, concrètement, honorer. Je trouve que ça n'a pas été aussi significatif que ça, ce qui avait été annoncé. Moi, c'est le. Non, mais les entreprises, elles veulent embaucher. Ça, vous ne pouvez pas leur faire leur procès. Par définition, elles ont envie de faire plus d'argent, de gagner plus d'argent. Ça ne se fait pas forcément au profit des salariés. Moi, je trouve que c'est important que le service public soit maintenu aux mains de gens dont l'intérêt premier n'est pas de faire des bénéfices, mais vraiment de répondre à... Parce que ce qu'on a pu voir, par exemple, en Angleterre avec la privatisation des transports, c'est que ça a occasionné aussi un certain nombre d'accidents, parce que l'intérêt, quand même... c'est tout le contraire. Je ne peux pas laisser... Non, si, c'est vrai. Avant Thatcher, le transport ferroviaire
ferroviaire ne marchait absolument pas. Il y avait des accidents tous les jours. Et puis ensuite, ça a été privatisé. Et puis ça fonctionne beaucoup mieux. Moi, je pense que l'intérêt des entreprises privées n'est pas celui d'un service public qui doit garantir justement une offre égale à chacun, ce qui n'est pas nécessairement. Mais pour le régalien, dit Charles Becbédé, ça s'entend. La santé, quand même. Enfin, moi, je trouve que la santé, c'est quand même essentiel. Oui, c'est pas régalien, mais il me semble idéologiquement essentiel, philosophiquement essentiel, que ce soit aux mains de l'État et pas d'acteurs privés. Ça me semble quand même le minimum. Et justement, la question qui... Ce que je regrette un peu dans le débat, c'est qu'on parle des entreprises versus les salariés, donc un peu comme si on était les uns contre les autres. Oui. Pour moi, une entreprise, c'est évidemment un chef d'entreprise et des salariés. Et malheureusement, il y a souvent une méfiance. Effectivement, en France, on souffre un peu de ça. D'ailleurs, dans la société de manière générale, on a une méfiance entre les uns et les autres. Je trouve, alors c'est pas une mesure très rapide, concrète, mais que peut-être d'intégrer davantage des représentants des salariés dans la gestion des entreprises, comme ça se fait en Allemagne, et on en voit les résultats. Ça permet de gérer l'entreprise ensemble, de mieux comprendre les problématiques du dirigeant, les problématiques des salariés, et peut-être aussi de créer déjà plus de confiance. Je termine là-dessus. Il y a une étude de l'ancien chef économiste du FMI qui montre que quand on analyse les marchés de l'emploi dans les différents pays, on enlève les différences de formation, les différences d'âge, les différences culturelles. Au final, c'est le degré de confiance dans la société, entre les personnes et entre les partenaires sociaux, qui fait que les pays réussissent. Donc c'est de la psychologie, finalement. C'est un peu de psychologie et j'allais dire un peu d'amour dans l'entreprise. En tout cas, de la confiance. Qu'est-ce qui crée des emplois? On est d'accord, c'est les entreprises, c'est pas le public. Oui. Ça, vous êtes... C'est les entrepreneurs, même. Oui. C'est un moment, c'est quelqu'un, un individu... qui a une idée et tout le reste ne marche pas. D'un service, d'un produit un peu moins cher, de meilleure qualité, et puis il va se lancer, il va créer une entreprise, et c'est ça qui crée de l'emploi. C'est cette activité qui crée l'activité. Aujourd'hui, justement, parce qu'on voit bien ça va nous amener directement sur la numérisation et la révolution numérique avec Marie-Claire Carrère-Gé. Aujourd'hui, est-ce qu'il existe autre chose que le salariat en France? Est-ce que ça peut être une possibilité? Il existe depuis longtemps. Oui, mais c'est 9 sur 10, je crois, personnes sont salariées en France. Vous avez l'air de le regretter. C'est en fait... non, je ne regrette pas, je n'ai pas d'avis. L'emploi indépendant, c'est effectivement en gros 10% de la population. C'était plus important avant quand le secteur agricole était plus important. Maintenant, il y a un regain qui est lié à plein de choses. D'abord à de nouvelles formes d'emploi. Les emplois Uber, par exemple, c'est ça que vous voulez dire? Mais par exemple, depuis avec la création de l'auto-entrepreneur, du statut d'auto-entrepreneur, ça a dopé l'emploi indépendant. La crise aussi est à l'origine du regain d'un emploi indépendant parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne trouvent pas d'emploi dans des entreprises et qui créent leur propre emploi. Donc il y a un léger regain. On est autour de 10% sous forme indépendante, mais les entreprises ont besoin de salariés. Elles ne veulent pas forcément Donc ça ne changera pas, à votre avis, beaucoup? C'est-à-dire que le salariat restera toujours la forme la plus majoritaire pour faire travailler les uns les autres? À brève échéance, si on se dit à 10 ans, je vois pas de bouleversement complet. Mais c'est vrai que dans certains... Les nouvelles technologies, le travail sur plateforme, etc., incitent à des nouvelles formes d'emploi et qui prennent... Le travail sur plateforme, c'est-à-dire vous avez des plateformes numériques qui facilitent la relation entre un client, un consommateur et quelqu'un qui propose des activités. Aujourd'hui, se développent des plateformes, y compris d'ailleurs au niveau international, où des gens qui travaillent en freelance proposent leur activité. Alors ça se fait beaucoup pour des boulots de service, des designers, mais même des boulots administratifs, comptabilité, etc., proposent leurs services via des plateformes numériques à l'autre bout du monde. Ok, alors les secteurs porteurs. Vous dites que vous avez testé par exemple dans les startups. J'ai un enfant de 15 ans à la maison, il me dit papa, qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce qu'on lui dit? De toute façon, en effet, la transformation digitale de notre économie bat son plein. On voit bien toutes les SS2I ont une croissance de 10 à 25% par an. Donc là, déjà, s'il a envie de travailler dans ce type de boîte, mais concrètement, c'est quel type de boîte là, UDS2I? Qu'est-ce qu'il va faire? Société de services en informatique. Donc, et puis, toutes les startups qui se créent dans les services digitaux. Donc, c'est un vrai phénomène quand même. Il se passe quelque chose. Et d'ailleurs, en France, on a le taux de création de startups le plus élevé en Europe pour 1000 habitants. Et un taux très élevé aussi de progression du travail, technicien ou ingénieur dans les sociétés
plus 50% en 5 ans. Mais la dernière entreprise dans laquelle vous avez cru, vous avez investi, c'est laquelle ? C'est une entreprise de transport. Alors, j'ai investi notamment dans une compagnie aérienne qui s'appelle La Compagnie, qui fait du business, de la classe affaires. Entre Paris et New York. Oui, ben alors ça, c'est très très haut de gamme. On a embauché une centaine de personnes. Ah non, parce qu'on a embauché des hôtesses, des stewards, des commandants de bord. Donc c'est une compagnie, effectivement, qui permet d'aller à New York uniquement en première, c'est ça ? Ouais, enfin en business. Oui, en business. Bon. Mais pour moitié prix. Même question. Quels sont les secteurs porteurs pour vous qui êtes sur le marché du travail tous les jours ? Déjà, moi, ce que je dirais à votre enfant de 15 ans, Pascal, c'est qu'il s'apprêtera à vivre une carrière professionnelle qui va nécessiter de l'agilité. On parlait de faire matcher des compétences avec des besoins du marché. En réalité, les besoins du marché bougent tous les jours. Donc, c'est en permanence qu'il faut s'actualiser, Quand vous dites tous les jours, etc. Oui, quoi, ça c'est pas tous les jours quand même. C'est une façon de s'exprimer, mais... Il a raison, sur certains métiers, quand on regarde... Très rapidement. Donc, cette remise en question nécessaire, c'est-à-dire ne pas imaginer, vous le disiez, les jeunes, tout à l'heure en off, vous disiez les jeunes aiment bien avoir un CDI, s'installer, tout. C'est fini, la carrière de 40 ans, dans la même entreprise, on ne le fera plus. Il faut se remettre en question, se reformer et pas attendre de s'installer dans un fauteuil. Par contre, pour faire ça, il faut aussi que nos politiques réfléchissent à la façon dont on finance et on accompagne ces gens-là vers l'évolution de leurs compétences. Je prends mon petit exemple, sur les 1500 candidats, nous, on doit former des industriels avec un tarif de 11,30 € de l'heure pour former un industriel sur une machine qui va valoir 400 000, 500 000, parce que c'est les machines qu'on achète chez nous, 500 000 €. On a 11,30 € par individu et par heure pour former quelqu'un. C'est clairement pas possible. On est obligé de faire des pieds et des mains, des exercices comptables, de mixer nos activités. On nous demande des efforts colossaux pour répondre à des besoins qui sont pressants maintenant. Et je finis là-dessus sur les métiers porteurs. Aujourd'hui, les métiers, certes du numérique, sont là, l'énergétique. Et n'oublions pas l'industrie et la mécanique. On a aujourd'hui beaucoup de demandes sur de l'usinage, de la chaudronnerie, du soudage. Et on n'arrive pas à pourvoir à ces demandes. On ne trouve pas les candidats pour faire ces métiers-là. Non, mais c'est incroyable votre témoignage parce que ça fait plusieurs fois que vous dites que vous avez du job et que personne ne vient remplir les cases. À ma petite échelle de France, j'ai 400 postes actuellement là. Il faut que vous donniez votre adresse parce que... à fort.fr, je vous en prie. Je veux dire, tout est sur le site. Mais alors par exemple, quel est le poste que vous ne trouvez pas ? Chaudronnier ? Un outilleur pour travailler dans l'automobile, on n'en trouve plus. C'est quoi un outilleur ? Un outilleur, c'est celui qui va fabriquer l'outil, qui va générer la forme d'une portière ou d'une carrosserie sur une voiture, pour faire simple. C'est un métier qui nécessite beaucoup de pratique, beaucoup d'entraînement, donc il faut beaucoup de temps pour se former. On n'en trouve plus, on a quand même encore de la fabrication. Et ça, c'est payé combien par mois ? Tout se négocie, mais on arrive à avoir des salaires bien au-delà des 2 000 € bruts sur ces métiers-là. Plus que tout, on n'en trouve pas. Les soudeurs, j'ai des soudeurs à 3 000 € aujourd'hui, aisément. Un bac pro qui a un bon niveau de soudage peut trouver un poste à 2 500, 3 000 € pour les plus forts. On en a un qui a gagné un concours national du soudage. Mais parce que les plus jeunes ne veulent pas être soudeurs ? Ils ne veulent pas ? Non. Parce que c'est dur ? Mais parce que c'est méconnu. L'orientation. On n'aura peut-être pas jamais parlé de ce type de métier. Ouais. Vous rencontrez les structures d'insertion ou d'orientation, elles vous disent tu vas être serveur, plombier, enfin tous les métiers de service qu'on a autour de nous. Et puis moi j'en ai même entendu qui m'ont dit en Ile-de-France, il n'y a plus d'industrie. Alors là, il y a 300 000 salariés de l'industrie. Mais c'est dur, soudeur, peut-être. C'est dur ou... C'est pas plus dur que plein d'autres métiers. Enfin, entre être assis dans une voiture pour conduire un taxi Uber, par exemple, je peux vous assurer que c'est pénible aussi. À 3 000 € des soudeurs, je pense que si vous lancez des appels, vous allez... Je ne fais que ça, Pascal. Je suis là pour ça. Je vous en lance des appels. Non, mais un problème d'orientation, parce que les métiers qu'il a évoqués sont des métiers qualifiés. Si je décide de répondre à votre appel d'e-télé et je viens vous voir pour être outilleur, vous allez me renvoyer parce que je n'ai pas les qualifications soudeur. Oui. Non, mais je veux dire, ce sont des métiers qui sont qualifiés. Si les jeunes n'ont jamais entendu parler de ces formations, si elles ne sont pas accessibles, parce qu'il y a aussi un problème d'accessibilité des formations. Vous évoquiez tout à l'heure la question des jeunes dans les banlieues. Il y a la question de la discrimination, mais il y a aussi la question de l'accessibilité de certaines formations techniques à proximité du domicile. Enfin, il y a la question en amont de l'orientation et de la formation qui est essentielle. C'est aussi la question de l'apprentissage, on revient à ça. Alors ça aussi, c'est une vieille lune des hommes politiques, et puis on en parle, on le développe un peu, on revient dessus.
Là aussi, il y a vraiment des choses à faire pour développer l'apprentissage, que ça s'ancre dans nos mœurs, parce qu'en Allemagne, en Suisse, c'est non seulement reconnu, mais valorisé. Et puis, vous avez des passerelles permanentes entre le système de formation technique et puis un système de formation plus universitaire. Et c'est en favorisant aussi ces échanges et ces formations, et en changeant le regard sur les jeunes qui choisissent des métiers techniques, qu'on pourra aussi régler une partie du problème. On va conclure, et évidemment, on n'aura pas été exhaustif. C'était vraiment une série de questions qu'on voulait aujourd'hui poser avec ces chiffres du chômage, je l'ai dit. Je ne sais pas si vous êtes optimiste ou pas. Vous êtes optimiste, Charles B? Là, avec l'élection présidentielle, il y a quand même un candidat, un aléa. Moi, je soutiens, Mélenchon, j'imagine. Je soutiens François Fillon, ça vous étonnera énormément. Ah, ça c'est bon. mais donc, les gens, oui. si un bon candidat devient président de la République et vous êtes a une vision claire, je pense que vous votez pour ce beau pays qu'est la France peut tout à fait redevenir un grand pays et retrouver le plein emploi. Vous votez pour l'économie, on est d'accord? L'économie et aussi le culturel, le civilisationnel. Oui. Mais vous êtes un libéral. C'est deux critères très importants. Ouais. Je suis libéral conservateur. Ouais. Libéral en économie, subsidiariste. Bon, c'est déjà demain. C'est déjà demain, Rokhaya Diallo. Est-ce que vous avez... Oui, moi je pars en Tunisie cette semaine, en fait, pour la Nuit des idées, qui est une nuit qui est organisée par tous les instituts français dans le monde, y compris à Paris. Et en fait, où des gens débattent autour d'idées importantes. Et moi, je dois en animer une partie en Tunisie sur la pluralité en Tunisie. Donc aussi bien la question du genre, la question des femmes, la question des LGBT, mais aussi la question des Tunisiens qui sont noirs, qui sont aussi exposés à certaines discriminations. Donc voilà, moi je trouve que c'est important de savoir qu'en France, on débat un peu partout dans le monde. Je veux dire aussi un petit mot sur un film qui sort demain, qui s'appelle L'Ascension, qui est tiré de l'histoire vraie d'un journaliste qui s'appelle Nadir Dandoun, qui a gravi l'Everest. C'est une comédie avec Ahmed Silla. C'est vraiment super drôle. Ça fait vraiment du bien de voir Ahmed un jeune... Silla, c'est la grande star. Voilà, c'est ça. Un jeune de la Courneuve, voilà, dans l'histoire, qui gravit l'Everest par amour. Et c'est encore une autre image une autre image des jeunes de banlieue. Et je vous invite à aller le voir. C'est voilà. On termine traditionnellement cette émission par C'est déjà demain, ce qui permet à nos invités de dire ce que sera leur actualité ces prochaines heures. Marie-Claire Carrère-G. Nous, on travaille sur le travail demain, justement, et on vient de sortir un rapport qui est téléchargeable sur notre site sur l'emploi, l'automatisation, la numérisation, et qui montre que le principal enjeu, c'est pas la destruction massive d'emplois, mais c'est la transformation profonde des emplois. Nous, on estime que la moitié des emplois actuels vont connaître une transformation profonde dans leur contenu dans les 10-15 ans. On a 10 secondes encore avec vous, Marie Danseur, c'est déjà demain. Je reste sur l'emploi, je vais à Rion demain près de Clermont-Ferrand. Vous êtes sérieux, hein, franchement, tous. Sérieux, oui. Je vais rencontrer les salariés de l'usine ex-Seita qui va fermer ses portes. Pour la Croix, un reportage pour la Croix. Tony, vous allez voir donc ces jeunes et les convaincre d'être chaudronniers. Les décrocheurs d'université m'intéressent beaucoup cette semaine, ça va être ma préoccupation du moment. Je rappelle quand même que vous êtes, c'est la FORP, hein, j'espère que j'ai... Alors appelez-le parce qu'il a du job à 3 000 € par mois. C'est pas que ça, mais... Bah si, non mais attendez, c'est important quand même. Si vous voulez être soudeur et que vous nous écoutez, 3 000 € par mois. Mais moi j'embauche en ce moment un soudeur à 3 000 € par mois, vous me ramenez un, je l'embauche sur le champ. Et vous en cherchez un ou plusieurs? J'en cherche 2 pour ma structure. 2 soudeurs? Je cherche des maintenanciers, je cherche des secrétaires qui ne viennent pas. Il faut que vous vous rendez compte là. Bon. Non, mais je vous assure. Charles Becbédé. Écoutez, alors là, très vite. Pour l'après-demain, les technologies quantiques, la seconde révolution quantique est en marche. Donc je regarde ça. Bon, merci à tous. C'était un plaisir de vous écouter. Stéphanie Chardavoine et Marine Lançon étaient avec nous, comme Claudie Jacquin qui nous a aidé à préparer ce débat. L'info va se poursuivre sur iTélé.